Les sondages qui ont été créés en 1938 aux États-Unis, il y a des exemples célèbres, servent à mesurer un certain nombre d'opinions ou de comportements potentiels. L'outil, aussi indispensable soit-il, reste un outil imparfait. Il faut donc être prudent. La vocation de l'outil, ce n'est pas de prédire, mais ce qu'il est important d'avoir avec cet outil, c'est la compréhension justement de ces changements. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné ça bouge et qu'est-ce qu'on peut, grâce à cet outil, retenir et comprendre d'une campagne électorale qu'on n'aurait pas si cet outil n'existait pas. Donc tout l'enjeu, c'est d'avoir un échantillon qui soit de bonne qualité, qui soit vraiment représentatif, et ce n'est pas si aisé que cela, et d'avoir évidemment un questionnaire aussi qui ne comporte pas de biais dans le questionnement. C'est ce qui nous permet d'extrapoler, c'est ce qui permet de dire X% des Français pensent que, même quand on en a interrogé, que 1000, 2000 ou 10 000. En France, on utilise beaucoup la méthode par quota. Cela veut dire qu'on part des données de l'INSEE sur la répartition de la population, combien y a-t-il d'hommes, de femmes, la répartition évidemment par classe d'âge également, combien y a-t-il de personnes en termes de profession, ouvriers, employés, cadres. Il nous faut aussi un poids géographique. Bref, nous avons tous ces indicateurs qui vont nous permettre, si nous les suivons fidèlement, d'avoir, au moins sur le papier, un échantillon représentatif. Vous êtes de plus en plus sur des enquêtes qui se font en online, c'est-à-dire par questionnaire auto-administré, ce qui permet aussi de toucher un certain nombre de populations qu'on ne toucherait pas par téléphone, parce que, par exemple, les jeunes n'ont quasiment plus de ligne fixe téléphonique. Nous avons à Ipsos ce qu'on appelle des access panels, c'est-à-dire des procédures qui nous permettent d'avoir énormément de personnes qui acceptent le principe d'être un jour interrogées. Il faut respecter beaucoup de critères pour avoir un access panel de bonne qualité et des répondants et un échantillon représentatif. Il faut non seulement évidemment respecter les quotas, mais par exemple nous avons des procédures très strictes pour que les personnes que nous interrogions ne soient pas sursollicitées. Sinon ils deviennent des professionnels des enquêtes par sondage et à ce moment-là il pourrait y avoir un biais. Mais il y a bien d'autres procédures qui visent toute la même chose. Essayez d'avoir l'échantillon le plus représentatif possible, parce que s'il y a des failles, et il peut y en avoir, eh bien évidemment, elles impacteront le résultat lui-même, le résultat final. C'est souvent de l'ordre de 50 centimes d'euros pour répondre à un questionnaire. Donc l'idée qu'il y aurait un biais qui est parfois amené, qu'il y aurait un biais dû à la rémunération est une idée fausse. Au contraire, rémunération peut permettre d'éviter les biais. Tout dépend du niveau de rémunération. Si vous payez trop, évidemment, pour avoir un questionnaire, vous aurez des gens qui viendront uniquement pour cela. Mais la vérité, c'est que les personnes qui nous répondent, elles sont tout simplement heureuses, satisfaites de pouvoir donner leur avis sur un certain nombre de problèmes. On est dans une société aussi où la question de la représentation est une question majeure. Les 2/3 des Français ont le sentiment que leurs idées sont mal représentées, considèrent qu'on ne les écoute pas. Et le fait de pouvoir donner son avis dans une enquête, a fortiori si ensuite elle est médiatisée, participe plutôt d'une façon de pouvoir faire remonter ce que l'on a en termes d'attente, de représentation, de critique, de colère et que sais-je encore. Notre gros enjeu, c'est la mobilité électorale. Les gens bougent dans une campagne électorale et bougent de plus en plus. Il y a 15 ou 20 ans, c'était très figé, c'était en fonction de votre affiliation partisane. Vous étiez un sympathisant PS, vous votiez quasiment à 95 ou 98% pour le candidat PS. Tout cela a volé en éclats. Je travaille notamment avec Le Monde, le Cevipof et la Fondation Jean Jaurès sur un dispositif électoral qu'on avait initié en 2015 avec un très gros échantillon, donc 25 000 personnes au départ. Mais c'est un panel, ça veut dire que ce sont les mêmes personnes qu'on réinterroge. Eh bien, vous savez que tel ou tel interviewé qui vous a dit il y a 15 jours qu'il votait pour tel candidat, il vous dit aujourd'hui qu'il vote pour un autre candidat. Donc vous pouvez suivre la mobilité électorale et vous pouvez l'interroger sur ces changements. Notre question, c'est de savoir si les 1000 ou les 10 000 personnes qui nous ont répondu, est-ce que par exemple, si on leur demande pour qui elles ont voté à la dernière élection présidentielle, est-ce qu'on retrouve exactement la réalité des chiffres de la dernière élection présidentielle? Et s'il y a un décalage, l'échantillon est redressé, c'est-à-dire que les coefficients sont mis, pour lui redonner sa représentativité.
Souvent on se dit les gens mentent, les gens sont en réalité beaucoup plus sincères que ce qu'on imagine, mais en revanche il peut y avoir des enjeux de démémorisation. Ils oublient ce pour qui ils ont voté il y a 5 ans. Eh bien, c'est contre ces biais-là que nous essayons de lutter, y compris avec ces questions de redressement qui n'ont pour objectif que cela, redonner à l'échantillon sa représentativité. Imaginez si nous prenions en compte des intentions de vote de gens qui nous disent « mais je ne suis pas sûr d'aller voter à l'élection présidentielle ». Là, on est certain qu'on aurait un biais considérable et qu'on serait systématiquement à côté de la plaque. Notre problème, c'est l'inverse. Si je ne retiens que les personnes qui se mettent sur la note 10 sur une échelle 0 à 10, j'ai plutôt des chances d'avoir une surestimation de la participation qu'une sous-estimation. En revanche, ça a 2 conséquences. D'abord, il est exact que si vous prenez ceux qui sont les plus certains d'aller voter, votre échantillon à ce moment-là, qui au départ est représentatif, il va y avoir dans cet échantillon davantage de gens âgés que de gens jeunes, davantage de gens aisés que de milieux populaires ou de gens moins aisés, ce qui n'est pas un biais, contrairement à ce que certains responsables politiques disent, ce qui colle à la réalité électorale. Et si vous n'êtes pas parti d'un échantillon suffisamment important au démarrage, vous aboutissez à des tailles d'échantillons qui sont trop faibles. Donc moi, j'accepte tout à fait cette critique. On en a tiré d'ailleurs depuis longtemps à Ipsos les conséquences. Pour les médias, eh bien Ipsos a décidé de porter la taille de l'échantillon au minimum à 1500 personnes, en prenant sur nous, d'ailleurs, le surcoût, justement pour pallier à ces questions de taille minimale de l'échantillon. Vous pouvez avoir des enquêtes qui vont être relativement peu onéreuses, de l'ordre de 8 000 € si vous avez un échantillon de 1500 personnes et un questionnaire relativement court. Mais si vous augmentez vos tailles d'échantillon, et il le faut si on veut gagner en fiabilité, et pour aussi des capacités d'analyse plus poussées, à ce moment-là, le coût va augmenter, bien évidemment. Je précise d'ailleurs que, contrairement à une idée reçue, les enquêtes qui sont réalisées pour les médias, et donc les enquêtes notamment en ce moment d'intention de vote, ne sont absolument pas une aubaine commerciale pour les instituts d'études, tout simplement parce que le modèle économique des médias fait qu'ils ont extrêmement peu d'argent disponible. Elle dépend de 2 grandes variables, pour simplifier un petit peu, la taille de l'échantillon et la dispersion des réponses. Plus l'échantillon est important et plus vous allez réduire votre marge d'erreur. Et puis, elle n'est pas la même non plus si ce que vous mesurez, c'est un 52-48 ou un 58-42 ou un 60-40, par exemple. Donc, en réalité, la marge d'erreur, il faut la calculer à chaque fois et pour chaque candidat. Mais le problème, il est pour les médias. C'est que vous vous rendez bien compte qu'à la radio, donner des résultats d'intention de vote en disant pour chacun des 10 ou 12 candidats l'intervalle de confiance, ça devient un exercice extrêmement complexe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais c'est un problème là d'usage de l'enquête et de précaution à prendre. Je crois qu'il n'y a pas malheureusement d'enquête parfaite non plus, parce qu'on travaille sur de la matière humaine, mais l'exigence, elle est là. Elle suppose des moyens de R&D, de travail, de recherche, d'humilité aussi, dans la capacité à dire il faut prendre un peu de distance avec ces informations et ces outils. Ils sont malgré tout essentiels, encore une fois, pour la compréhension d'une campagne électorale, essentiels comme information, moi je crois, dans une démocratie, mais l'outil, aussi indispensable soit-il, reste un outil imparfait. Il faut donc être prudent et raisonner aussi avec des scénarios et des hypothèses.